Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau mardi de l'Agri consacré ce matin à l'Afrique du Sud. J'aimerais remercier Valérie Chéneau qui sera notre intervenante ce matin. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail Valérie tout à l'heure. Mais merci beaucoup Valérie pour ta disponibilité et le travail effectué pour présenter un panorama bien complet à nos entreprises bretonnes ce matin. Et merci à vous d'avoir organisé cette session d'information. Et écoute, je suis ravie de pouvoir effectivement recevoir vos participants, ces entreprises bretonnes donc, qui s'intéressent à ce marché très riche en opportunités. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais sans trop détailler. Et j'espère qu'effectivement, s'il y a des questions qui ne seront pas répondues durant cette session, que vous pourrez facilement faire appel à Isabelle, Karen ou moi-même pour y répondre en détail. Voilà. Merci. Bonjour Isabelle, notre chargée d'affaires Bonjour, Agri. bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Le deuxième remerciement pour commencer, j'aimerais le faire au SPAS qui est notre partenaire pour tous ces mardis de l'Agri tout au long de l'année. Donc, merci beaucoup au SPAS pour ce partenariat. Un petit rappel sur le déroulement du webinaire. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez déjà l'habitude de participer à nos webinaires, mais un rappel important, ce webinaire se veut interactif. C'est un moment privilégié pour vous de pouvoir échanger avec nos experts. Donc, ce matin avec Valérie, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions en utilisant le chat questions-réponses ou en levant la main, ou quelqu'un, j'activerai vos micros. C'est parfois plus facile de s'exprimer oralement que par écrit. Et puis, c'est aussi plus convivial. Donc, n'hésitez pas à demander la parole ou à écrire vos questions. On y répondra au fur et à mesure. J'attendrai pas la fin du webinaire pour un temps spécifique questions-réponses. On prendra les questions au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les propos de Valérie pour poser vos questions, partager vos problématiques, vos expériences. On est vraiment à votre écoute et on est là pour vous répondre. Ce webinaire, c'est le vôtre. En ce qui concerne le webinaire, donc justement, pas de panique sur la prise de notes. La présentation de ce matin sera en ligne sur BCI Info. Donc, vous retrouverez tout le contenu des différentes diapos sur la plateforme BCI Info. Je vous enverrai un lien aujourd'hui ou demain grâce auquel vous pourrez retrouver cette présentation. Le webinaire est également enregistré, donc le podcast, lui, sera disponible à partir de juillet, toujours sur la plateforme BCI Info. Un dernier petit mot, une petite requête de ma part, si vous voulez bien prendre en fin de webinaire, lorsque vous allez vous déconnecter, vous allez tomber sur un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend sincèrement 1 minute pour y répondre. Il y a 10 petites questions. Je vous remercie vraiment beaucoup par avance de prendre cette minute pour répondre à ces questions. C'est important pour nous et pour notre intervenante d'avoir vos retours sur la qualité du webinaire, sur le contenu et puis vos suggestions sur les axes, par exemple, d'amélioration que nous pourrions apporter à ce webinaire ou aux futurs webinaires que l'on vous proposera tout au long de l'année. Je reviens donc sur notre star de ce matin, Valérie Chéneau. Donc, Valérie est consultante en commerce international pour la société Cross Business. Donc, Valérie est basée en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et Valérie est l'une de nos prestataires agréés, membre du réseau BCI pour l'Afrique du Sud. Valérie, tu veux peut-être dire un petit mot très bref sur Cross Business? Oui, donc Cross Business est une société que j'ai fondée en 2012. Elle est le fruit finalement de mon expertise terrain, puisque je suis en Afrique du Sud depuis 2000, donc depuis aujourd'hui 21 ans. Je suis passionnée par l'international, l'accompagnement des entreprises exportatrices, donc en Afrique du Sud. Et je mets à cœur d'accompagner les entreprises et j'aurai à cœur de vous accompagner également sur l'Afrique du Sud si toutefois ce marché effectivement était dans vos objectifs. Fort de ces 20 années en Afrique du Sud, de plus de 15 années en accompagnement commercial international et de développement, j'ai développé un réseau de contacts solide. Je suis
en relation aussi bien avec les Sud-Africains, les institutions françaises, les entreprises qui sont implantées. Et donc, voilà, on a donc Cross Business est une société de trois personnes et assez dynamique. Et je suis en partenaire avec Bretagne Commerce International depuis 2016. Voilà. Merci Valérie. Encore une fois, par rapport aux questions, alors si vous n'avez pas forcément de questions là pendant le webinaire, comme le disait Valérie en préambule, on est à votre entière disposition après le webinaire, évidemment, pour aller plus en détail sur vos perspectives de développement en Afrique du Sud. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc, c'est super facile d'organiser une visio ou un call avec Valérie. N'hésitez pas à contacter Isabelle par mail ou par téléphone après le webinaire si vous souhaitez en off ou en dehors de ce webinaire, en tout cas, aborder vos projets de développement en Afrique du Sud. Ça se fait très, très facilement. On est à votre entière disposition. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui présente BCI. Il y a quelques nouvelles entreprises qui sont avec nous ce matin, donc je vais lancer la petite vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarchés, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI sait aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse.
84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci. Je vous ai remis ici une petite diapo pour vous parler de l'Open. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à noter dans vos agendas le lundi 5 juillet. Vous avez dû recevoir normalement toutes et tous un lien pour vous inviter à vous inscrire gratuitement. Néanmoins, l'inscription en ligne est obligatoire. Vous avez dû recevoir cet email pour vous inscrire en ligne donc à l'Open de cette année, Open Online comme l'année dernière. La grosse différence, c'est que l'année dernière, on vous proposait uniquement des B2B. Cette année, on va vous proposer en plus différents ateliers thématiques et différentes autres mini-événements au sein de l'Open, tels que nous pouvions vous le proposer auparavant en présentiel. Donc, surtout, inscrivez-vous dès maintenant et notez dans vos agendas le lundi 5 juillet pour ce nouvel Open de l'International Online, le 5 juillet prochain. Je ne m'attarde pas là-dessus, ce sont toutes les ressources que vous pouvez trouver sur BCI Info, dont les supports aux réunions d'information et aux webinaires. On va rentrer dans le vif du sujet. Valérie, je vais te céder la parole. On va aborder ce matin beaucoup de points. Tu nous as fait une présentation très détaillée en fonction des différents profils des participants qui se sont inscrits et qui sont avec nous ce matin à ce webinaire. On va démarrer en intro par une présentation générale du pays. Tu nous feras un petit point Covid aussi sur la situation actuelle en Afrique du Sud. Un petit point sur la présence française là-bas sur le marché agricole. Ensuite, pour répondre à vos différentes activités, à vos différentes demandes, on fera différents zooms par rapport aux différentes filières. Donc, on fera un zoom aviculture, un zoom bovin, caprin ovin, porc, lait, génétique, aquaculture, alimentation animale. Un petit zoom sur le bio également. Ensuite, on abordera tout ce qui est réglementation, homologation, certification. C'est un point vraiment important. Vous êtes plusieurs à vous poser ce genre de questions lorsque vous abordez ce marché d'Afrique du Sud. Valérie nous fera après un petit point sur les opportunités d'affaires. Quelles sont les clés d'entrée sur le marché sud-africain? Quels sont les bons conseils, les choses à faire, à ne pas faire? Bref, toutes les choses pratiques que vous devez avoir en tête pour aborder le marché. Et puis enfin, en dernier point, je céderai la parole à Isabelle qui vous parlera d'une émission que BCI est en train de monter, a déjà monté avec Valérie. On vous en parlera tout à l'heure donc dans ce dernier point. Cette émission, c'est l'occasion pour vous d'avoir un diagnostic complet de vos produits par rapport aux opportunités de marché en Afrique du Sud. Et on vous proposera aussi l'organisation de rendez-vous B2B ciblés et qualifiés évidemment en fonction de vos attentes et des besoins côté Sud-Afrique. Je te laisse la parole, Valérie. Très bien, merci. Alors, une petite présentation du pays, donc pour savoir effectivement avoir quelques chiffres en tête. Donc, l'Afrique du Sud est un grand pays, c'est équivalent à deux fois la France. C'est un pays qui effectivement est assez peu densément peuplé, puisque vous avez les grandes métropoles que vous voyez en gras sur la carte, Pretoria plutôt au nord, Pretoria, Johannesburg. Vous avez à l'est Durban, au sud le Cap et Port Elizabeth qui sont les principales métropoles. La particularité de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir 3 capitales, notamment donc Pretoria, la capitale administrative où siège le gouvernement, Bloemfontein, qui est au centre du pays, qui est la capitale judiciaire où siège la Cour suprême, et le Cap au sud, plutôt sud-ouest, où vous avez donc le Cap étant la capitale législative où siège le Parlement. Johannesburg n'est pas une capitale, mais elle est reconnue comme étant le hub économique de l'Afrique du Sud. La particularité aussi de l'Afrique du Sud est effectivement être en pointe du continent. Elle est bordée par de nombreux pays et elle a également 2 enclaves.
Donc, les pays, vous les voyez, hein, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique. Les enclaves, on ne les voit pas très bien sur cette carte, c'est un peu plus petit. Grosso modo, vous avez le Lesotho du côté de Durban et vous avez plus au nord le Swaziland, qui sont aussi deux enclaves, qui sont des deux autres pays. Voilà. L'Afrique du Sud est organisée également, c'est un État fédéral, hein, organisé en 9 grandes provinces. Et je dirais Pretoria, Johannesburg font partie de la province du Gauteng. C'est la province la plus connue. Et le Cap fait partie du Western Cap, le Cap oriental. Quant à Durban, c'est le KwaZulu-Natal. Donc voilà pour les 3 grosses provinces. Le pays est peuplé donc, de 58 millions d'habitants en 2019, dont un tiers a moins de 15 ans. C'est une très jeune démocratie, avec une classe moyenne qui est en expansion depuis des années. On est à plus de 16 millions d'habitants, ce qui, effectivement, quand on parle de classe moyenne, on parle de population qui consomme selon les standards européens, occidentaux. Et 16 millions d'habitants, c'est un peu plus grand qu'un pays comme la Belgique. Donc, un fort potentiel. C'est une classe moyenne qui consomme également à tout va, qui, on les appelle les Black Diamonds, en fait. Hein, donc, voilà, c'est un petit peu la nouvelle classe, la nouvelle élite sud-africaine. L'Afrique du Sud projette, comme beaucoup de nombreux pays africains, hein, une population de plus de 73 millions en 2050. Donc, une population qui grandit, qui croît de façon rapide. Et on a des taux de croissance qui sont bien plus supérieurs à la France, à l'Europe en général. C'est un pays donc, qui regroupe beaucoup de populations, de cultures différentes. Il n'a que 11 langues officielles, donc l'anglais est reconnu langue des affaires. Le régime, c'est donc une république fédérale parlementaire. Le parti au pouvoir, donc l'ANC, c'est le parti de Cyril Ramaphosa, qui a été élu en 2019, donc c'est l'année des dernières élections, pour un mandat de 5 ans. Au niveau du législatif, vous avez en Afrique du Sud 2 chambres, la chambre haute qui est l'Assemblée et la chambre basse qui est l'Assemblée et la chambre haute qui est le Conseil des provinces. L'Assemblée nationale et les membres du Parlement sont élus donc au suffrage universel pour 5 ans également. L'Afrique du Sud donc, a été libérée de l'apartheid en 1994. Elle est donc une démocratie depuis 1999, puisque vous avez donc eu 5 années de transition après l'apartheid, et à retenir que c'est une république depuis 1961. Donc ça, c'était pour les quelques données clés. Au niveau économique, donc le PIB de l'Afrique du Sud, équivalent à 370 milliards de dollars, fait du pays une économie, je dirais, principale en Afrique, sur le continent, mais aussi c'est donc les 2 tiers du PIB de la sous-région, l'Afrique australe, qui regroupe donc tous les pays avoisinants de l'Afrique. Et au niveau donc, du continent, c'est la 3e économie derrière le Nigeria et l'Égypte. Cela dit, les structures ne sont pas celles d'un pays, je dirais, comme le Nigeria ou l'Égypte, mais plutôt d'un pays européen. En termes de PIB par habitant, richesse par habitant, l'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique. Elle est également membre du G20, hein, c'est le S des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est un membre historique également, non pardon, je me trompe, je fais l'amalgame. Depuis des années aussi, vous avez une présence historique de grands groupes internationaux qui ont façonné l'Afrique du Sud, notamment des groupes américains, des groupes européens. Les Allemands sont très présents, les Anglais, les Français. Donc on a une présence de 400 filiales françaises, voire plus en Afrique du Sud. Ce chiffre croît assez rapidement.
Et puis, vous avez, donc, qui ne sont pas compris dans ce chiffre, beaucoup d'entreprises tenues par des Français et qui sont effectivement, qui font pas partie effectivement des entreprises françaises, mais des entreprises sud-africaines, donc qui sont effectivement dirigées par des Français. Globalement, tous les secteurs sont couverts, hein, par ces entreprises internationales et notamment les grandes sont investies en responsabilité sociale et sociétale afin de participer à la transformation économique du pays. Un exemple assez criant ces dernières années, donc c'est une joint venture entre Alstom, le français Alstom, et un Sud-Africain Gibela, où vous avez eu à la fois une construction d'usines, des centres de formation. La joint venture participe aussi à la transformation de toutes les communautés environnantes. Donc voilà, s'implanter en Afrique du Sud, c'est aussi participer à la transformation du pays. Les projets sont en général très diversifiés. Ce sont aussi bien des projets des secteurs environnement, on trouve effectivement des implantations et des investissements donc sur le domaine de la culture, de l'éducation, de la petite enfance, sécurité alimentaire pour ce qui concerne notre secteur, avec effectivement beaucoup d'investissements en contenu local, donc l'embauche de personnes locales, etc. Et les fournisseurs locaux. Alors, pour rentrer un petit peu plus sur le secteur qui nous anime, hein, l'agriculture. L'agriculture en Afrique du Sud est donc un secteur porteur. Elle est très performante, je dirais, même si elle ne représente pas une grande part du PIB. Hein. Je crois que l'agriculture ne représente que 3% du PIB et embauche, j'ai plus les chiffres en tête, je les ai perdus. Elle embauche pas tant de personnes que ça parce qu'elle est très mécanisée en fait. Quelque part, c'est une agriculture très performante dans la mesure où vous avez, elle est autosuffisante en céréales, notamment pour le maïs, qui sert effectivement à la consommation locale, mais également au bétail. Et elle est également autosuffisante dans tout ce qui est production de viande bovine. Ce qui caractérise aussi l'agriculture en Afrique du Sud, c'est une coexistence de deux systèmes de production assez opposés, à la fois des grandes exploitations mécanisées à l'américaine que l'on compte, qui sont aux alentours des 40 000 qu'on en compte à environ 40 000. Elles occupent et elles produisent pour 80% de la production totale, alors que les plus petites, elles sont plutôt en mode autosuffisance. Ce sont des fermes vraiment de petite taille qui produisent sur des micro-surfaces. C'est, je dirais, les deux grands points qui en font que c'est une agriculture performante, c'est une agriculture très mécanisée. C'est aussi une agriculture très diversifiée et qui, grâce à un littoral marin de 3000 km, hein, aussi bien de l'océan Atlantique à l'océan Indien, propose donc une production de produits marins et de produits aussi agricoles qui sont effectivement favorisés par cette ports commerciaux. Point Covid. Alors, l'Afrique du Sud, on en entend parler énormément depuis la France avec ce variant. Alors, ce variant, effectivement, on l'a exporté, mais a priori, on n'a pas tant de cas que ça, même si, effectivement, on est sur une courbe haute en ce moment, malheureusement. On a, depuis le début de la pandémie, donc déclaré comme en France, hein, en mars 2020, on a priori, depuis mars 2020, 1,6 million de cas. On a connu une deuxième vague aussi, comme en France, au mois de janvier, mais a priori, ça a été très éphémère, hein, puisqu'on a eu
On est passé de 13 000 cas décembre-janvier à moins de 2 000 cas sur février. Au moment où j'ai commencé à travailler sur cette présentation mi-février, on était descendu quasiment à 400 cas, 500 en mars. Et puis, comme en France, on a eu pas mal de jours fériés en avril-mai, les vacances de Pâques. Et là, on est parti pour une troisième vague en espérant qu'elle soit éphémère. On est aujourd'hui à 2700 et quelques cas. On est monté à 4000 il y a 8-10 jours, donc c'est assez impressionnant. Ça redescend assez vite. Par contre, les taux de guérison sont plutôt favorables, hein. On a guéri 97% de la population. Et oui, je voulais vous mentionner qu'après la deuxième vague de décembre-janvier, on n'a pas eu besoin de reconfiner puisque c'est redescendu très rapidement, comme le montre la courbe sur le premier diagramme, hein. Avant la fin janvier, ça redescendait assez vite. Nos frontières sont ouvertes depuis le mois d'octobre 2020. On reçoit des entreprises. Et a priori, voilà, il n'y a pas tellement de problèmes au départ à Charles de Gaulle. On demande très peu de papiers. Par contre, en arrivant, il vous faut juste le test PCR et de moins de 72 heures. Il n'y a pas de confinement pour les Européens ou les Français qui viennent en Afrique du Sud. Par contre, effectivement, je sais qu'en France, en ce moment, c'est compliqué d'aller en France puisqu'on est confiné 15 jours au retour, une dizaine de jours. Alors, on a en Afrique du Sud, je dirais l'impression générale que tout cela a été quand même pas trop mal orchestré, si ce n'est malgré les mesures drastiques, hein, qui ont été prises, donc si ce n'est la fermeture de la filière alcool entre mars jusqu'à le début d'année, toute la filière alcool, aussi bien production de vin que distribution. Donc, tout cela a été fermé. Il n'y avait pas moyen de consommer ou d'acheter une seule goutte d'alcool. Ce qui fait qu'on a un pan de l'économie, notamment la filière vinicole qui est en souffrance. Ils ont également, c'était des mesures courageuses d'un autre côté, et à mon avis qui ont agi sur le taux de nombre de cas et de contamination, hein. La fermeture des plages en plein été. L'année dernière, en pleine saison estivale, décembre-janvier, hein, en Afrique du Sud, les plages étaient fermées. Les grandes plages du Cap et de Durban étaient voilà, il n'y avait pas d'accès aux plages. Donc ça, c'est aussi très courageux. Les couvre-feux, on les a eus à partir de 18h, puis 21h, et aujourd'hui, on a un couvre-feu à minuit, ce qui laisse quand même la possibilité aux gens de sortir assez librement. Et les frontières donc, sont désormais ouvertes depuis octobre, je le mentionnais tout à l'heure. Les filières je dirais, agriculture, ont souffert dans la mesure où les restaurants ont été fermés sur quelques mois, donc en début de confinement, mais ont très vite réouvert en mois d'août, me semble-t-il. Ce qui fait qu'effectivement, donc moins de consommation au niveau, tout simplement, hein, c'est mécanique, moins de consommation alimentaire, de viande, de légumes, de quoi que ce soit, donc pendant cette période-là. Donc les restaurants ont réouvert et je dirais la consommation est repartie. La population sud-africaine fait globalement preuve d'une très grande discipline puisqu'elle se soumet donc au port du masque, aux prises de température dès lors que l'on arrive dans un centre commercial ou dans tous les lieux publics, avec inscription sur les registres et respect de la distanciation au maximum. On le voit aussi bien dans les boutiques que dans les restaurants, que effectivement dans les centres commerciaux et tous les autres lieux publics. Accélérer un petit peu, Valérie, si tu veux bien, sur ce point Covid, parce que je vois le temps qui passe et puis tous les autres points abordés. Je suis désolée, je te presse un petit peu. Alors, comme je le mentionnais déjà, donc l'impact du Covid donc, a été négatif sur la consommation, mais je dirais que pour avoir vérifié justement de nombreuses informations sur la plupart des filières, le secteur agri a montré au contraire une très bonne résilience pendant la pandémie,
notamment la filière lait a su utiliser, du fait des changements de consommation, le lait qui n'était plus transformé, donc par exemple pour des fromages, a été utilisé donc pour des yaourts. Ils ont su jouer sur cette réadaptation et je dirais que voilà, ça a été plutôt bien géré. La filière se dit dans une moindre mesure affectée par la crise. Donc, le point positif, c'est qu'elle a assuré les approvisionnements et ça, c'était un point qui était plutôt sensible dès le départ euh, en mars 2020, l'année dernière, quand on reprend. Je vais vous parler maintenant de l'aviculture, qui est la plus grande industrie agricole. Il y avait un petit point avant sur la présence française. Pardon, vous ne l'étiez pas, oui. Pardon, oui, la présence française. Donc, vous avez des grands groupes français implantés en Afrique du Sud depuis plusieurs années, hein. Alors, ils sont, vous les voyez qui apparaissent à l'écran. Certains sont bretons, certains non. Ce sont des grandes sociétés que vous connaissez tous, Merial, Ceylines pour les bâtiments, Virbac pour tout ce qui est santé animale, aussi bien vétérinaire que grand public, Seva, Coprex. Coprex est breton, me semble-t-il, Invivo, qui a racheté le groupe Soufflé. Olmix, non, ils ne sont pas bretons, ils sont plutôt dans les... Olmix, c'est assez, en fait, c'est très il y a des diversifié. antaines en Bretagne, il y a beaucoup Voilà. de Olmix. Ouais. Voilà, Taurus Evolution, qui est vraiment, on le verra dans la génétique, hein, c'est une joint venture entre le français Evolution et le sud-africain Taurus. C'est vraiment une success story, hein, aussi en Afrique du Sud. Donc voilà, quelques grands groupes qui véhiculent l'image française, voire l'image bretonne, qui sont donc bien implantés en Afrique du Sud et qui, ma foi, réussissent bien aussi. Voilà. On peut maintenant passer à l'aviculture. Alors, c'est la plus grande industrie agricole. Le poulet d'élevage, c'est la première protéine, hein, animale consommée en Afrique du Sud par toutes les populations. 65% de la population donc, totale de viande et donc de la viande de poulet. Et elle est aussi donc la moins chère. Donc, elle est très consommée. On le voit, hein, sur la courbe, la différence entre les autres productions bœuf. Donc en rouge, violet, vous avez les œufs, le porc en bleu, et tout en bas, vous avez la viande de mouton, de chèvre. Donc c'est vraiment la volaille qui domine la consommation donc, parmi les autres viandes et même les œufs, les protéines. C'est 20% du secteur agricole et la filière emploie donc quasiment 110 000 personnes. Voilà, donc la consommation, je le disais, c'est 40 kilos par habitant environ. On le verra, c'est bien plus que la viande de bœuf, hein, qui est la deuxième source de protéines. Au niveau de la production locale, donc vous avez les chiffres, hein, on est à 75 millions de tonnes. Recours aux importations, puisque effectivement la production on n'est pas autosuffisant en production de poulet, de viande de poulet. Et on importe essentiellement du Brésil, d'Europe et des États-Unis. Je vais passer donc à la filière bovine. Avant de passer sur la filière bovine, il y a peut-être des questions de la part des participants. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir parce que, encore une fois, la présentation est très dense. Donc, je vais passer les diapos. Je vais m'efforcer d'enchaîner pour finir à l'heure. Mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir et puis à intervenir. Là, je ne vois pas de questions sur la filière avicole, donc on va pouvoir enchaîner, Valérie. Le cheptel bovin, donc la deuxième production animale, avec un certain nombre de millions de têtes, 13 964 millions de têtes. Donc 80% de cette production est destinée à la viande de boucherie,
et 20% à l'élevage laitier. Donc, c'est la structuration de cette production bovine. C'est la deuxième viande la plus consommée avec 40 kilos. Oui, alors que effectivement la volaille est à 40 kilos par habitant. Je me suis trompée dans mon PowerPoint, je le rectifierai. Donc, c'est 21 kilos par habitant hein, pour la viande de bœuf, contrairement à la volaille qui est à 40 kilos par habitant. La production donc, suffit donc, à la à l'autosuffisance, effectivement, c'est une production autosuffisante. 80% à peu près de la production est réalisée en élevage intensif et 20% en élevage extensif. Et parmi les races bouchères, certaines que vous connaissez bien, la Bonsmara, l'Angus, l'Hereford, la Sussex, la Limousine, donc des races que l'on connaît. Et puis des races très multi-usages, on va dire, comme l'Afrikaner, qui est utilisé à la fois pour donc la production laitière, la production de viande, mais aussi le cuir. Et quant aux races laitières, vous les connaissez très bien. Hein, vous avez des races de Jersey, vous avez des races suisses, la Holstein allemande, la Pinzgauer, et vous avez effectivement des races que l'on connaît hein, et que je vois d'ailleurs sur le SPACE, que je retrouve sur l'espace. Ces races ont été importées, à mon avis, il y a de nombreuses années et puis sont aussi le fruit de la génétique. Il y a des questions sur cette partie filière bovine. Donc, la volaille et les bovins sont effectivement les majeurs sud-africaines au niveau de la consommation de viande, mais aussi au niveau du cheptel. Le cheptel ovin est bien moindre, donc avec 21 millions de têtes. On a donc un secteur qui emploie bien évidemment moins de monde, 38 000 personnes, 8 000 fermes, c'est pas énorme, malgré effectivement l'occasion, parce que finalement l'Afrique du Sud, c'est un pays, je dirais, semi-aride désertique, hein, en dehors des grandes métropoles. 8 000 fermes qui exploitent donc ce cheptel. On a des races également qui sont très qualitatives, hein, notamment la race Dorper, très bien classée en termes d'adaptation, d'évolution en conditions sévères, froides, et l'hiver est très sèche l'été. Sur ces climats, sur ces terres semi-désertiques, on est franchement dans le désert, hein, notamment le désert du Karoo, qui est vraiment vers le centre et le sud de l'Afrique. L'Île-de-France, la Dormer, la Von Roy, la Merino, donc connue pour la qualité de la laine, la Damara, la Meatmasper, donc ce sont les races que l'on trouve donc le plus couramment ici. Comme je disais, au niveau de la géographie, on les trouve dans les contrées donc arides du pays, hein, et puis aussi au nord du Cap, dans une moindre mesure, et au niveau à l'est du pays, dans les contrées très arides, donc là où effectivement on peut élever donc cette race, cette race, les ovins tout simplement. La production est consommée globalement, il y a très peu d'exportations, si ce n'est sur les pays environnants comme l'Angola et le Mozambique. Au niveau donc, donc de la filière porc, on a le porc n'est pas la viande également la plus consommée, hein, 1,6 million de têtes, 120 000 truies, mais beaucoup d'espèces différentes qui sont aussi des croisements, beaucoup de croisements génétiques. C'est une des viandes la moins chère, hein, le porc. Donc en fait, c'est une viande qui est vouée à croître. Elle évolue à plus de 3,5% donc, de ces dernières années, hein, depuis 10 ans. Elle est de plus en plus consommée. Alors on a
c'est une viande qui est quand même, qui ne sera jamais, qui n'arrivera jamais à la hauteur des autres viandes comme le bœuf, hein, ou même le poulet, hein. On a des religions très diverses, très différentes en Afrique du Sud finalement, qui ne consomment pas de porc. Donc, c'est aussi pour cette raison que le porc est très peu consommé. Un élevage moyen, effectivement, c'est 1000 truies. Je ne sais pas, il me semble que c'est très peu par rapport à la France, notamment en Bretagne, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'élevage de porcs. Ils veulent notamment doubler la population donc, de ces cheptels d'ici les 5 prochaines années. Les régions d'élevage, elles sont, je dirais, plutôt sur 2-3 régions, hein, en Afrique du Sud. On trouve en majorité dans le Limpopo, qui est au nord de Johannesburg. Dans le nord-ouest, donc la région un petit peu plus moins densément peuplée aussi. Voilà, on trouve des fermes qui exploitent donc cet élevage. Dans la région du Cap également, et puis dans une moindre mesure à Johannesburg. C'est simplement 5 kilos de viande de porc qui est consommée par an, hein, et la viande de porc ne représente que 7% de la consommation de viande. Le porc est faiblement consommé en Afrique du Sud, mais dès lors que vous arrivez donc sur les pays voisins, notamment la Namibie, qui est une ancienne colonie allemande, l'Allemagne, donc avec une culture allemande, je dirais que l'Allemagne là est très présente et travaille avec la Namibie pour développer l'élevage porcin. On s'attend à un développement de la consommation, mais effectivement, comme je vous le disais, il n'atteindra pas celui des autres cheptels. Je vais passer donc, s'il n'y a pas de questions, à la filière lait. Alors, beaucoup à dire. N'hésitez pas. Hein. La production donc, de lait en Afrique du Sud, elle est effectivement, alors elle diminue d'année en année. On a de moins en moins de producteurs de lait. C'est 75% à peu près des producteurs qui estiment une consommation de plus ou moins 20 litres par jour par vache. Il me semble qu'en France, on est un petit peu plus, ces chiffres-là sont plus élevés. Comme je vous le disais, le nombre de producteurs, donc, il est en diminution, hein, ça va assez vite. En 10 années, on a perdu 60% de producteurs. Toutes régions confondues, avec les 3 grandes régions qui produisent donc le Cap au sud, donc au sud-est, au sud-ouest, et KwaZulu-Natal, donc qui est sur la côte est, côté océan Indien. Les vaches laitières, donc un cheptel de 1,4 million de têtes en Afrique du Sud. Une production laitière donc, qui tend à être un peu plus performante, hein, que ces dernières années. On avait en 2011 2 720 000 tonnes. En 2019, on passe à 3 millions 5 a priori. La production donc, par grand producteur, hein, elle est équivalente en 2019 à 2950, 3 millions de tonnes, on peut dire. 3000 tonnes, pardon. Elle est effectivement en hausse, contrairement à effectivement un nombre de producteurs qui diminue. Donc, elle est de plus en plus rentable. Il y a une extrême pression également sur les coûts. Je vous ai mis en bas effectivement donc les grandes régions productrices avec les couleurs. On voit que ce sont donc les provinces, les trois premières provinces, hein, la province du Western Cape en orange, Eastern Cape en vert et Northern Cape en bleu. Donc cette partie sud de l'Afrique du Sud qui sont vraiment parmi les plus grands producteurs. Alors le Northern Cape, non, c'est une erreur. C'est plutôt le KwaZulu-Natal, oui, qui est en violet. Voilà. Le Western Cape, l'Eastern Cape, le Northern Cape sont effectivement les trois provinces
qui sont, je dirais, les plus agricoles, on va dire. N'empêche que le KwaZulu-Natal également, il est toujours placé en 4e, mais on peut voir que les cheptels sont plus importants donc, sur cette partie-là. Donc le KwaZulu-Natal qui est en violet sur cette carte colorée, donc c'est là où vous trouvez quasiment le plus de viande, de production bovine laitière. Donc voilà pour quelques chiffres, hein, un petit peu tout azimut sur la production laitière. J'essaye d'aller vite. Vous avez également une partie transformation qui n'est pas négligeable, qui est le fait de grandes multinationales comme Nestlé, Lactalis, Danone. On a un nombre croissant de transformateurs qui opèrent dans plus d'une région, un grand nombre de petits transformateurs qui opèrent dans des régions plus spécifiques et un plus petit nombre de producteurs qui vendent leurs produits donc, aux détaillants. Donc, on est vraiment sur, je dirais, sur plutôt des grands transformateurs internationaux et des grands transformateurs, je dirais, sud-africains qui opèrent sur plusieurs régions. Et je dirais qu'après, ce sont peut-être des petits, des bien plus petits, et ce ne sont pas forcément sur ces secteurs-là que nos entreprises je dirais, prospectent. En matière de production et de consommation, donc, donc la structuration du marché, elle est composée a priori de 62% de produits laitiers liquides et de 38% de lait concentré, donc plutôt pour les fromages à pâte dure, sachant que cette tendance risque de se rééquilibrer puisqu'on est de plus en plus sur les goûts alimentaires changent. Et on pense que d'ici quelques années, les pâtes molles seront préférées, donc certainement un changement de tendance, en tout cas de cette structuration du marché laitier. Les grandes opportunités, je dirais, pour les fabricants français, dans la mesure où c'est une agriculture, une production laitière, pardon, très, très mécanisée. On est plutôt sur donc, la fourniture d'équipements, de machines à traire, tout ce qui est équipement de laiterie, etc., sont recherchés en Afrique du Sud. Et les Sud-Africains sont je dirais, un peu à l'image des gentleman farmers américains, un peu businessman. Ils sont à la recherche de toutes ces nouvelles innovations technologiques que l'Europe et la France peuvent proposer, bien sûr. Pas de questions sur cette partie. Je vous propose de continuer avec un zoom sur la génétique. La génétique, donc peut-être accélérer un tout petit peu, Valérie, je suis désolée, hein, je te presse encore, mais je vois l'heure qui tourne. Génétique, ça a été mis en place en Afrique du Sud de façon vraiment formelle en 2015-2016 par notamment le biais du sud-africain Taurus et la joint venture avec le français Evolution. Evolution est reconnue en Afrique du Sud comme le leader européen en matière d'insémination artificielle. Les projets sont innovants et ont permis effectivement de développer de nouveaux indices de sélection et d'améliorer les indices existants au niveau surtout de la génétique bovine. Je vous ai mis un lien, je ne sais pas s'il sera cliquable sur la présentation en PDF. Si le lien sera actif même sur le PDF. Ouais. D'accord. Donc, ça a permis effectivement de produire des nouvelles races et des races de meilleure qualité et beaucoup plus performantes. On a développé ces recherches génomiques à d'autres espèces. C'est le slide d'après, notamment la volaille. Si tu veux, voilà. Et on peut le voir sur les chiffres, hein, entre 2013 et 2018. Les poules se sont donc on a augmenté la production d'œufs par poule tout en les nourrissant moins, et également au niveau des bêtes qui vont donc à l'abattoir, on arrive je dirais à 33 jours d'âge, elles arrivent à 1,8 kg
de masse, alors qu'avant, on avait des volailles de 62 jours qui avaient du mal, qui peinaient à atteindre 1,2 kg de poids. Donc voilà, la génomique en Afrique du Sud, et comme certainement dans les autres pays, hein, elle a vraiment contribué à améliorer les performances biologiques, également donc de la volaille et de la race bovine. Donc voilà pour la génétique. Je passe rapidement à l'aquaculture. S'il n'y a pas de questions. Isabelle, n'hésite pas à rebondir toi aussi sur ce que nous dit Valérie. Tu as peut-être des questions par rapport à tes échanges de terrain avec les entreprises, donc n'hésite pas aussi à intervenir. D'accord, tout à fait. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est concis, c'est clair. D'accord. J'attends un tout petit peu que Valérie finisse ce panorama et je reviens avec quelques questions si personne n'en a posé. Parfait. Alors, on enchaîne. Alors, l'aquaculture. L'aquaculture, c'est également c'est assez nouveau, assez récent en Afrique du Sud. C'est un secteur qui est considéré comme un secteur d'avenir à forte croissance. Il est très regardé. Et autant on avait effectivement un développement qui était axé sur des produits à grande valeur comme donc, les ormeaux, hein, les abalones, les huîtres. Aujourd'hui, on a de l'aquaculture sur d'autres espèces beaucoup plus, je dirais, courantes, hein, moules, crevettes, poissons, même les algues. Et on voit une hausse sur ces schémas, hein, on voit une hausse de la production en élevage aquatique, hein, sur le diagramme de droite, qui effectivement reprend, je dirais, au profit de la pêche de capture, qui est en baisse. Il y a une collaboration en Afrique du Sud croissante avec la France. Il y a une recherche aquacole et très souvent, notre ambassadeur visite les fermes aquacoles pour effectivement favoriser donc, je dirais la composante française au sein de ces élevages. Donc c'est je dirais une filière qui est mise en avant en Afrique du Sud. Et qui dit filière en croissance et d'avenir, dit effectivement des opportunités, notamment pour les producteurs de matériel, équipements, les filtres, les filets, les savoir-faire, etc., sont recherchés en Afrique du Sud. Alors si parmi les entreprises bretonnes, effectivement, il y a des fournisseurs d'équipements, de filtres, de filets ou de quel que soit donc, accessoires, équipements ou savoir-faire qui puissent effectivement servir au développement de l'aquaculture en Afrique du Sud, je dirais que voilà, il y a un marché ici qui est en devenir. Il est encore niche, ça c'est clair. On ne va pas se mentir, c'est encore très confidentiel. Mais on le voit, hein, donc c'est vraiment en hausse par rapport à la pêche de capture commerciale. Au niveau de l'alimentation animale, donc c'est un diagramme qui parle un peu de lui-même, hein. On voit que donc les broilers, les poulets de chair, les lying hens, qui sont les poules pondeuses, et les breeders, qui sont donc les poulets, le poulet d'élevage, on va dire, représentent quasiment 50% de la production animale, de l'alimentation animale, hein, en Afrique du Sud. Donc, nécessairement, ce sont encore une fois des filières qu'il est bon de considérer quand vous voulez vous développer en Afrique du Sud, c'est vraiment de cibler ces élevages-là, ainsi qu'effectivement, on peut le voir, bœuf et mouton 13,1%, hein, du camembert, et la vache laitière 14,4%. Donc ça, ce sont vraiment, on le voit aussi, hein, ce sont vraiment les deux grandes familles. Et puis de façon plus confidentielle, effectivement, le porc, le cheval, l'autruche, l'aquaculture qui est à 0,1%. Donc voilà, donc mon conseil serait effectivement de vraiment cibler l'élevage, de l'aviculture et l'élevage bovin, donc lorsque vous vous intéressez à ce marché.
Bien, l'alimentation animale aujourd'hui, quels sont les besoins locaux? Parce que c'est ça principalement qui intéresse Alors, nos c'est sur ces filières-là. Les besoins sont très divers et je dirais que, alors on est moins sur des productions, je dirais, niches, hein. Il faut pas être trop niche quand on vient en Afrique du Sud parce qu'il y a quand même des productions, locales. Faut vraiment avoir un produit qui se différencie, mais qui soit vraiment ciblé sur ces espèces-là. Euh, on a à la fois donc les besoins donc en alimentation, ça va être effectivement des additifs, des compléments alimentaires, des prémix, voilà. Par contre, tous ces aliments, on le verra après, hein, donc sont soumis à des homologations. Donc, il y a effectivement des contraintes d'accès au marché qu'il faut prendre en compte, que l'on verra donc après au niveau des homologations. Valérie, On- peux-tu nous dire, on- s'il te plaît, comment sont organisées les filières? Par exemple, en porc, en volaille, est-ce que c'est complètement intégré? Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent de coopérative? Comment ça fonctionne? Ouais. Voir Alors, justement par rapport à nos entreprises bretonnes, comment elles peuvent aborder ce marché-là, quoi. Est-ce qu'elles doivent passer en direct auprès des gros producteurs ou alors est-ce qu'il faut passer par un distributeur, par une... alors, effectivement, j'en parle dans l'accès au marché, mais le passage obligé, hein, pour des produits, notamment pour des produits où il est nécessaire d'avoir des enregistrements, où il est nécessaire d'avoir quand même certains certificats au départ, Oui, il faut absolument passer par des importateurs-distributeurs. Alors, d'accord. il y a des filières complètement intégrées, notamment verticalement, hein, les grandes entreprises sud-africaines qui exploitent la volaille, elles sont dans la production, de la production, je dirais, jusqu'à la commercialisation en grande surface. Donc, elles gèrent toute la filière. D'accord. Alors, celles-ci, elles peuvent importer en direct parce que dans leurs grandes entreprises, vous avez des secteurs d'importation. Voilà. Par contre, vous ne pouvez pas revendre de la France directement à un revendeur, même un gros revendeur sud-africain, parce que les Sud-Africains, enfin, ces structures-là de revente ne sont pas forcément équipés pour importer notamment des produits très sensibles, puisqu'on on parle d'aliments pour animaux. Euh, et c'est très contrôlé aussi. Enfin, quand je dis très contrôlé, hein, mais il faut des certificats comme dans tous les autres pays. Hein, à partir du moment, notamment, il faut des certificats à l'export, mais des certificats aussi à l'importation. Donc ça, ce sont je dirais, des composantes d'accès au marché en fonction des produits que l'entreprise souhaite exporter. Il est vraiment nécessaire de nous interroger quant aux problématiques d'accès au marché selon les produits. En général, les entreprises sont bien au courant puisqu'elles exportent aussi dans d'autres pays. L'Afrique du Sud n'est pas un pays qui a je dirais, des considérations très spécifiques. Quand on exporte déjà sur d'autres pays européens ou même en Asie ou aux États-Unis, on est capable d'exporter en Afrique du Sud. Par contre, bien vérifier effectivement que voilà, ça peut se jouer à un document. Donc, et une fois que le produit est bloqué en douane, c'est quand même assez compliqué après. Oui, d'accord. va voir tous ces aspects-là dans les points suivants pour la Oui, réglementation. alors on est surtout dans les enregistrements et puis après, selon les grandes familles de produits, on a de la documentation à fournir. Et ça, je dirais que les entreprises, en général, sont bien au courant. Voilà. Donc, on le voit, hein, à travers ce diagramme qui est finalement très parlant et peut être très riche d'interprétations aussi. C'est qu'on on a deux filières qui se distinguent nettement et les autres sont vraiment niches. Voilà. Passe au point suivant, si vous voulez bien. Donc, sur la segmentation qualitative et particulièrement le bio, sur la filière bio. J'ai voulu aborder cette partie. Donc, il y a plusieurs filières qualitatives, hein, donc je parle du bio parce qu'effectivement, il est important de savoir qu'en Afrique du Sud, le bio est très peu développé.
et vous avez très peu de certifications, je dirais, bio. Donc, c'est très aléatoire, hein. Voilà, on peut voir organique, bio, free range, mais quelque part, les critères ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Il y a quelques labels, effectivement, je dirais, à des fins commerciales qui ont été mis en place par les grands de la distribution, hein, notamment Woolworths, qui est un petit peu la distribution haut de gamme qu'on peut apparenter à Monoprix éventuellement, qui a donc ce label, hein, on le voit sur le paquet de gauche, sur le paquet de viande de bœuf, free range. Donc voilà, et puis sur les poulets, etc. On parle d'œufs free range aussi. Par contre, la démarche est un petit peu plus respectueuse de l'environnement, effectivement, qu'un autre produit. Mais comme je le disais, il n'y a pas de niveau élevé de garantie d'éthique sur tout le processus de la production. Par contre, sur la viande d'agneau, qui est donc élevée sur la zone désertique du Karoo, ou dans le désert du Karoo, là, vous avez une indication géographique et ce sont des viandes qui sont vraiment, on le voit, hein, qui sont très, très bien plus qualitatives, effectivement, d'un point de vue du goût et d'un point de vue de l'éthique aussi. Donc, il n'existe pas d'autres indications géographiques que cette viande du Karoo. Voilà. Donc, la filière bio qui n'est pas encore très développée, je dirais, si l'on parle en termes équivalents avec ce que l'on entend par bio en France. Voilà, donc vous avez aussi une appellation grass-fed free range, donc toutes les espèces nourries qui sont élevées en pleine pâture. Voilà. Excuse-moi. Donc, on peut passer aux homologations. Alors, les homologations. La plupart des homologations donc, sont administrées par l'acte 36 de 1947, qui est donc administré par le ministère de l'Agriculture en Afrique du Sud. Le farm feed, vous avez trois grandes catégories, on n'en verra que deux, puisque finalement l'autre concerne plutôt les plantes. Donc le farm feed et le stock remedy. Chaque terme a une définition bien précise, donc je dirais dans le texte de loi. Hein, le farm feed, comme je le marque ici, c'est une substance obtenue donc, par procédé de broyage-meulage, par l'ajout de vitamines ou de minéraux. C'est une substance qui possède des éléments nutritifs. Ça peut être également un bloc minéral alléché, hein, pour le bétail. Et il y a certaines espèces animales qui sont concernées, les plus courantes. Alors que le stock remedy, c'est une substance qui effectivement s'apparente à un médicament, mais qui n'est pas régie par les textes de loi relatifs à la médecine et aux substances médecine vétérinaire. Donc, ce sont effectivement des produits, des substances qui servent au diagnostic, à la prévention du traitement et au traitement des maladies, d'infections ou toute autre condition, je dirais, qui permettent d'améliorer la santé de l'animal. Elles concernent les animaux domestiques, les animaux d'élevage et les oiseaux domestiques et sauvages. Donc, on voit par rapport aux produits, hein, si c'est assez facilement, si vous dépendez de ces textes, des textes farm feed ou stock remedy. Certains sont peut-être à cheval sur les deux. Les traitements et les homologations diffèrent, hein, selon qu'effectivement vous avez enregistré un produit de la famille farm feed ou stock remedy. Et ça, je dirais, c'est un peu au cas par cas. En général, lorsque l'on travaille sur des homologations de produits, on vous demande une étiquette assez détaillée, donc qui mentionne les ingrédients, les pourcentages, afin que l'on puisse vérifier. Et l'on travaille pour ça avec le ministère de l'Agriculture. On a des très bons contacts là-bas qui peuvent effectivement vous donner toute la procédure d'enregistrement.
Il y a également, en outre, ces deux familles de produits Farm Feed Stock Remedy. J'ai eu des cas de sociétés, et c'est le slide d'après, qui géraient donc les enregistrements de désinfectants ou détergents désinfectants. Ce sont des produits aussi, cette fois, qui dépendent d'un autre régulateur, et là, qui ont une définition bien spécifique. Le désinfectant, donc, c'est une substance qui détruit les formes végétatives de bactéries pathogènes. Le détergent désinfectant, donc, il a la double qualité de détergence et de désinfection. Donc, ces normes sont administrées par une autre institution. Là encore, on est en mesure de travailler avec vous sur les procédures d'enregistrement, tous les documents nécessaires, le timing. En général, il faut compter entre 6 mois et 1 an, hein, pour enregistrer, que ce soit un Farm Feed Stock Remedy, un désinfectant, détergent désinfectant. Et donc, vous avez quand même des conditions, hein, des modalités d'enregistrement. Vous ne pouvez pas, depuis la France, enregistrer votre produit. Il vous faut donc une structure locale qui soit en lien avec ces institutions d'enregistrement. Alors, vous avez plusieurs modalités pour je dirais, pour avoir une filière locale. C'est soit d'enregistrer une structure locale, ce qui se fait assez facilement, d'enregistrer une filiale ou une succursale, de faire appel à un agent ou un distributeur local qui est en mesure donc de vous enregistrer. Après, c'est une question de stratégie commerciale, il faut bien le prendre en compte. De faire appel donc carrément à un distributeur local qui porte vos produits, ou de faire appel au service d'une société sud-africaine qui vous représente, effectivement, selon par procuration, donc selon les responsabilités que vous aurez déterminées et attribuées. Et ça, nous, on est en mesure de le faire. Voilà, donc notre accompagnement, comme je vous le disais un petit peu, donc on peut vous aider à créer votre structure locale, l'enregistrer. Ce sont des formalités assez souples. On peut vous assister, vous accompagner dans la recherche d'agents, de distributeurs selon le profil que vous choisirez. Et on est aussi capable de vous représenter auprès du ministère de l'Agriculture ou des autres institutions, notamment pour les désinfectants détergents. Voilà. Opportunité d'affaires et clé d'entrée. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à ce nouveau point. Je ne vois pas de réaction côté participants. Bon, encore une fois, hein, s'il n'y a pas de questions là maintenant pendant le webinaire, Isabelle et Valérie sont à votre disposition après. Je Vous pourrez envoyer un... voulais juste demander à Valérie rapidement, les tarifs pour ces homologations diffèrent énormément d'une catégorie à l'autre, par exemple entre Farm Feed et Stock Remedy, ou entre ces deux catégories et les désinfectants? Ce ne sont pas, franchement, bon, il y a plusieurs, il y a toute une grille de tarifs, c'est un peu compliqué, c'est plutôt c'est vraiment en fonction des substances. Il y a une grille tarifaire, et par contre, effectivement, après, il y a aussi à prévoir un coût, parce que malheureusement, vous ne pouvez pas l'enregistrer depuis la France, et en Afrique du Sud, comme dans de nombreuses formalités administratives, il est nécessaire de s'entourer de consultants ou d'intermédiaires. Donc, ça peut être le distributeur, ça peut être un consultant, ça peut être une société. Vous ne pouvez pas faire la queue, aller au ministère de l'Agriculture avec votre dossier, c'est très compliqué. Donc, il faut prévoir, donc, en dehors des coûts qui sont donc réclamés par le ministère, l'institution en question, prévoir la rémunération du consultant. Ouais. Qui a sa valeur ajoutée, puisque en général, elle est connue de ces services-là, et elle arrive quand même avec plusieurs dossiers, et elle fait partie des commissions. Donc, c'est quand même intéressant pour l'entreprise sud-africaine. Il n'y a pas forcément des grandes différences si vous enregistrez un produit pour la volaille, pour le porc ou pour le bœuf, que ce soit de l'alimentation, donc plutôt le farm feed, ou le stock remedy, qui est plutôt, des substances, je dirais, visant à améliorer la condition de la santé animale. Oui.
On, on a quelques questions. Alors, c'est un spectateur anonyme. Je ne sais pas donc qui pose la question. On vient de répondre à la première. C'était au sujet de l'accès à ces distributeurs. Est-ce qu'il faut passer par des cabinets de consultants? Donc ça, on vient de répondre à cette question. Et la deuxième question de cette personne, c'est quel est le délai en fait pour obtenir les enregistrements? Oui, Est-ce alors qu'on parle de 6 mois, de 12 mois? oui, Combien de temps alors ça il faut quand même prévoir 12 mois à partir du moment où le dossier est déposé. Donc, moi, je dirais on peut parler de 9 mois, je dirais prévoir 1 an en fait, Mhm. avant Ça, c'est peut-être la allongé commercialisation. avec les complications liées au… Les institutions sont ouvertes, il n'y a pas de souci, hein, on peut se rendre dans ces ministères, déposer des dossiers, les gens sont derrière leur bureau, ils vous reçoivent, il n'y a pas de, il y a pas de, non, non, il n'y a pas de. Alors, il y a peut-être des dossiers qui ont pris du retard, mais ça, c'était déjà l'année dernière. Il y a eu du retard pendant les confinements, mais ça, c'est rattrapé. On est sorti du confinement en juillet l'année dernière, en même temps que la France à peu près, même au mois de mai. Ça fait 1 an, donc le retard est rattrapé. Par contre, il est clair que c'est un processus et une démarche très exigeante. S'il manque le moindre document ou si même dans la forme, la présentation n'est pas respectée, parce il y a des règles de présentation des dossiers, il faut mettre des sommaires, que ce soit paginé comme ci, comme ça. Enfin bon, il y a quand même toute une prescription de recommandations et ça, c'est important que ce soit vraiment bien respecté parce que les dossiers risquent de repartir. Donc, il ne faut vraiment pas leur donner l'occasion de trouver la moindre faille pour que le traitement soit optimisé, on va dire. Merci. On a une autre question de Sigrid qui demande où peut-on voir les produits qui sont déjà homologués? Elle pense notamment aux animaux purs. Où est-ce que l'on peut voir, donc s'il existe une base de données avec des produits homologués, Oui, c'est ça? ouais, je Alors, pense que ma c'est ça. connaissance, pour tous les produits homologués par le ministère de l'Agriculture, je ne connais pas de base de données. Par contre, les produits de désinfection, les détergents, désinfectants, effectivement, vous avez toutes les sociétés enregistrées déjà. Alors, par contre, vous avez du monde, hein, parce que vous avez aussi bien le savon grand public qui figure dans ces bases de données. Et là, vous avez des bases de données qui sont publiques, administrées par donc le NRCS que je mentionne sur le slide en question. Donc, c'est le régulateur pour tout ce qui est enregistrement de ces produits-là. Est-ce qu'on a Alors, répondu à votre question? J'ai ouvert votre micro si vous voulez développer. Oui, bonjour. Non, je Bonjour. pensais plutôt à nos animaux, les races pures, en fait. Est-ce qu'on peut savoir s'ils sont déjà homologués ou pas? ah, On a fait déjà des devis à faire. J'ai une commande qui sera sans doute à faire d'ici fin d'année et je voulais savoir, bah, est-ce que ces produits-là, ces animaux-là, est-ce qu'ils sont homologués ou pas, quoi? et normalement, les produits, s'ils sont homologués, ils sont soit à votre nom, soit au nom du distributeur en local. Donc c'est plutôt à lui que je dois demander, en effet, s'il a fait le nécessaire. Oui, mais bon, je pense que s'il avait fait le nécessaire, vous le sauriez parce que vous devez fournir un sacré dossier. Il y a des tests d'analyse, des tests de performance, des tests de sécurité. Si votre société n'a pas fourni ces documents au distributeur, il y a peu de chances pour que le document, il n'y a même aucune chance pour que le produit ne soit pas enregistré. Quels sont ces produits, Dans vous la m'avez dit? génétique. C'est dans la génétique, ouais. Alors là, c'est encore un peu différent et c'est vrai que ce n'est pas couvert par ce que je viens de vous dire. Euh, Là, bah, écoutez, oui, vous pouvez demander à votre distributeur, effectivement, sinon on peut faire une recherche. On peut faire une recherche, c'est possible. D'accord, ok, On merci. va revenir vers vous, Sigrid. Pas me contacter en privé ou passer par Isabelle, effectivement, Oui, pour voir vraiment de plus près sur ce cas particulier. d'accord, très bien, merci. La question est notée. Isabelle reviendra vers vous et puis éventuellement on organisera un call
avec vous trois, avec Plaisir. Valérie Ok, pas de également. problème. Merci. Merci pour la question, Sigrid. J'ai une autre question de Marion. L'enregistrement est-il donc obligatoire au nom du distributeur lorsque nous passons par un distributeur local? Alors, si vous avez une structure locale, je ne connais pas le nom de votre entreprise, mais si votre entreprise donc, a une filiale ou une succursale en Afrique du Sud, vous pouvez enregistrer sous votre nom. Par contre, si vous n'avez pas d'entité, il faut effectivement que ce soit alors, soit au nom du distributeur, soit qu'il porte vos enregistrements. Mais le produit sera enregistré au nom de l'entité locale. Moi, je conseille en fait, alors soit par le distributeur, il y a beaucoup de sociétés qui le font et puis certaines ne le veulent pas du tout parce que le jour où le distributeur ne performe pas et qu'elles veulent en changer, elles sont obligées de réenregistrer les produits. C'est quand même pas rien et c'est coûteux, c'est long. Par contre, étant donné la facilité d'enregistrement d'une structure locale, et ça aussi, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise, mais bon, c'est possible d'avoir juste une entreprise enregistrée, d'avoir une adresse et d'être hébergé physiquement donc, chez nous, dans d'autres sociétés, ou d'avoir simplement une boîte aux lettres. Et là, vous avez effectivement une adresse et vous enregistrez les produits à votre nom de société, au nom du au nom du fabricant en fait. Donc, vous avez des entités qui s'enregistrent, hein, je l'ai déjà vu. Elles s'enregistrent vraiment à des fins d'enregistrement de produits. Si je ne vois pas d'autres questions arriver, on va passer au point suivant, tes recommandations. Voilà. Alors, les opportunités d'affaires en Afrique du Sud, elles sont assez nombreuses. Par contre, effectivement, il y a du monde sur la place. L'Afrique du Sud, donc c'était quand même un secteur, une destination quand même assez prisée. Par contre, là où la France peut faire la différence, c'est vraiment sur des technologies qui permettent d'améliorer les rendements de production et les technologies vertes. Donc, l'Afrique du Sud est un pays qui est donc plutôt industrialisé, on va dire, au niveau de sa politique agricole. Donc voilà, sur l'aviculture, comme on l'a vu, il y a du potentiel, effectivement, et sur tout ce qui est élevage bovin, élevage, donc l'aviculture, avec des prospectives plutôt favorables sur effectivement l'aquaculture, l'élevage porcin. Effectivement, les compétences aussi peuvent être recherchées, les compétences qualifiées, nécessaires au développement de toutes les technologies dont on a parlé, sont effectivement des clés d'entrée sur le marché. Également, donc, pour arriver donc, sur le secteur, en Afrique du Sud, il est important de travailler effectivement avec un intermédiaire, de prendre note de toutes les conditions d'accès au marché, notamment en matière de documentation, d'homologation. Et je dirais après, sur un autre plan, de travailler en fonction des spécificités culturelles du pays. Vous avez des différences dans les populations. Les fermes sont plutôt familiales, même les plus mécanisées, hein. Vous avez donc des acteurs plutôt assez différents. Vous pouvez demain rencontrer un fermier africaner ou un fermier je dirais, africain noir. C'est effectivement, donc il faut être habitué à travailler avec toutes ces ressources, toutes ces populations différentes, et travailler aussi bien avec des régions, je dirais, un petit peu enclavées, ou ne pas hésiter effectivement à se déplacer dans le pays. Vous avez également, j'ai parfois le cas de sociétés qui veulent exporter mais qui ne sont pas forcément prêtes
qui n'ont pas de documentation en anglais, qui n'ont pas de site internet en anglais. Et ça, je dirais que c'est vraiment un prérequis pour pouvoir aborder le marché sud-africain. J'en parle dans les clés d'entrée, mais je dirais que c'est préalable à toute exportation. Il faut quand même avoir un minimum de documentation pour que vraiment on puisse intéresser le prospect au produit que l'on propose. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose Question. Le point d'après, c'est sur la émission dont je parlais en introduction. Ce que l'on vous propose donc avec une date limite d'inscription au 31 juillet. Je vais vous laisser en parler. Isabelle, tu peux en parler à tes entreprises? Oui, volontiers. C'est déjà en ligne sur le site de BCI. Je vous ai mis le lien ici sur cette diapo. Vous le retrouverez sur le PDF. Donc, vous pourrez retrouver tous les détails sur le site web de BCI. Mais en attendant, Isabelle, je te laisse présenter le programme. Merci beaucoup, Karen. En effet, depuis plusieurs mois, avec Valérie, on voulait absolument proposer une mission pour les entreprises bretonnes dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage et de l'aquaculture. On avait évidemment, au préalable, évoqué la possibilité d'accompagner les entreprises sur place, par exemple autour du salon NAMPO. Évidemment, la situation sanitaire fait que les déplacements sont quand même encore maintenant très compliqués. Donc, on préfère passer sur une formule, on va dire, de rencontres digitalisées, hein, c'est-à-dire on va vous proposer une mission sur mesure, hein, donc vraiment dans un cadre individuel, de diagnostic du marché au préalable, c'est-à-dire que vous nous soumettez votre solutions, vos produits que vous présentez en Afrique du Sud. Et pendant plusieurs semaines, Valérie va travailler sur ce diagnostic marché, c'est-à-dire quelles sont les opportunités pour vos produits, quels seraient les meilleurs canaux de distribution. Et ensuite, une fois que cette partie de recherche est effectuée, Valérie va vous proposer une série de rendez-vous qualifiés avec des acheteurs potentiels sud-africains, donc en visioconférence. Et donc, l'avantage de cette mission, c'est qu'elle ne va pas se faire sur une semaine ou quelques jours bien fixés dans l'agenda. Nous vous proposons de le faire jusqu'à la fin de l'année. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est quand même que les demandes, hein, les inscriptions soient validées pour la fin juillet pour que Valérie ait le temps de travailler individuellement sur chaque cas de chaque entreprise. L'avantage aussi, c'est qu'effectivement, cette mission peut bénéficier des aides export du plan de relance qui sont donc limitées effectivement au mi-décembre, je crois. Effectivement, il faut avoir signé effectivement un devis avant la fin décembre. Donc bon, si on veut tout faire sur la fin de l'année, c'est pour ça qu'on souhaite effectivement tout boucler sur la fin de l'année. C'est parce que les missions doivent être effectivement travaillées et signées avant la fin de l'année. Même s'il y a un petit délai supplémentaire jusqu'au 14 février pour le CRE, le chèque relance export. Voilà, donc effectivement, ces aides s'adressent aux TPE, PME selon éligibilité, mais nos prestations sont éligibles effectivement à ces dispositifs. Donc, comme le disait Isabelle, vous pouvez faire, on s'occupe de vérifier donc
l'adéquation de votre produit, de votre solution, de votre service par rapport au marché sud-africain et on analyse le potentiel. Les rendez-vous, eux, peuvent être pris effectivement lorsque le diagnostic est positif. Les rendez-vous peuvent être pris, je dirais, sur la fin de l'année, voire début d'année. Moi, je conseillerais plutôt en janvier de l'année d'après parce que c'est toujours compliqué de référencer un produit sur la fin de l'année. Voilà. Donc, on peut travailler comme ça, effectivement, avec toi, Isabelle. Si effectivement, je ne sais pas si j'ai tout dit. Est-ce que tu De toute façon, toutes les infos relatives à cette émission sont disponibles auprès d'Isabelle et auprès de ma collègue Marina qui travaille en binôme sur cette mission avec Isabelle. Donc, vous retrouverez tous les détails sur le site web, sur la page web dédiée sur notre site web ou auprès d'Isabelle. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si cette mission vous intéresse. Et puis, en ce qui concerne le contenu de ce webinaire, comme on l'a dit plusieurs fois tout au long de l'intervention de Valérie ce matin, si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à contacter Isabelle ou moi. On fera le lien avec Valérie pour répondre au plus vite à vos questions. On sait être très, très réactif, donc n'hésitez pas. En ce qui concerne les quelques détails aux questions, quelques détails à apporter en complément des réponses qui ont été données aux questions posées là pendant le webinaire. Je pense à la question de Sigrid notamment. C'est noté, on va revenir vers vous aussi très, très, très rapidement. D'accord. On arrive à la fin de ce webinaire, on est pile dans le timing. Bravo. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Moi, je trouve sur le contenu de l'information et la diffusion, c'est un petit peu rapide. N'hésitez pas franchement à revenir vers nous, on est là pour ça. Ouais, mais on peut difficilement faire plus long pour un webinaire, sinon c'est trop long, on perd l'attention de chacun. Non, mais les grandes tendances ont été quand même présentes. Voilà. Les points essentiels, les données clés ont été données. N'oubliez pas qu'on est à votre disposition. C'est l'essentiel aussi de retenir que vous pouvez nous contacter à tout moment pour aller plus en détail dans vos questionnements, vos problématiques et vos avancées sur le marché. Je vous ai remis ici les coordonnées d'Isabelle, les coordonnées de nos collègues en CCI territorial qui peuvent notamment vous aider sur tous les aspects techniques et réglementaires, déclarations en douane, etc. Ils sont à votre disposition également. Ici, vous avez les coordonnées détaillées de Valérie, bien sûr. Donc, voilà, je n'ai qu'un seul mot à dire encore une fois, c'est qu'on est à votre entière disposition. Merci à toutes et à tous pour votre disponibilité ce matin et puis pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore Valérie pour ton concours et ton intervention ce matin. Merci au SPAS. Le prochain mardi de l'Agri, c'est le mardi 1er juin. On abordera le Japon. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore vous inscrire via le site web. Voilà, prochain rendez-vous, prochain mardi de l'Agri, le Japon, le 1er juin prochain. Merci encore, bonne fête. Merci à tous. Merci Valérie, merci Karen. Et tout est sur le site BCI. Je vois qu'il y a eu une question. Tous les supports seront sur le site BCI, n'hésitez pas. Oui, le support, dès que la présentation est corrigée, amendée avec les différentes choses que l'on a dit ce matin, on agrémente avec nos notes, Isabelle et moi, la présentation que vous avez pu voir ce matin. Donc, dès que tout est bien complet, on met en ligne. Ce sera fait cet après-midi ou demain ou plus tard. En général, c'est très rapide. Donc, tout le contenu va être disponible sur le site Internet et je vous enverrai le lien. Parfait. Merci à vous. Merci à vous. Plaisir de vous accompagner. Voilà. Merci Valérie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.